Ici l'onde. Ici l'onde. Est-ce que vous me recevez? Ici l'onde, votre émission des associations. HDR, le mix des cultures. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Ici Londres. Ravi de pouvoir partager ce moment avec vous de 17h à 18h en ce mercredi 10 décembre. Et oui, on arrive un peu sur la fin de journée. Peut-être vous êtes dans le bus, en train de rentrer chez vous, ou alors peut-être à vous rendre en terrasse, en café. Vous êtes peut-être en voiture, chez vous, assis confortablement pour écouter votre émission Ici Londres, qui est dédiée à la vie associative, aux associations et aux acteurs qui composent ces associations et qui font fonctionner la vie associative. Et aujourd'hui, on va parler un peu solidarité internationale, projet, on va parler d'engagement aussi, on va parler aussi de prix qu'une association peut avoir. Et avec moi aujourd'hui, j'accueille Gilles de l'association Haute Coco. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Eh bien écoutez, très très bien. Et puis je suis ravie de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à la radio HDR pour pouvoir aussi parler un peu de l'association Haute Coco, que peut-être certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Et ça va être un peu l'idée aussi d'apprendre un peu à connaître cette association, votre engagement aussi, ce que vous y faites, vos activités, ce qui vous rend fier, ce qui vous rend peut-être moins fier, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, ça va être d'échanger et de partager avec nos auditeurs. Et voilà, la petite première chose à partager, c'est de savoir, qu'est-ce que c'est Haute Coco? C'est quoi l'association Haute Coco? Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un portrait fidèle de cette association? Alors, bonjour, merci de me recevoir. Donc, l'association Haute Coco est une association de loi de 1901 qui a été créée maintenant il y a 20 ans. Donc, on est dans l'année des 20 ans et qui a pour but de pouvoir aider les gens vivant dans l'extrême pauvreté dans les pays en voie de développement. Donc, où on intervient surtout à Madagascar, mais on a eu bien avant des interventions encore un petit peu au Cambodge, mais dans d'autres pays du monde. Voilà. L'objectif étant d'avoir cette solidarité, comme on l'appelle, internationale, mais aussi cette solidarité qui est en France par rapport à l'éducation citoyenne. Voilà. Alors justement, vous parlez d'agir vraiment sur des thématiques assez différentes. Concrètement, comment ça va s'articuler en action? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples d'actions qui va répondre un peu à ces objectifs-là? Alors, nous avons au niveau de Haute Coco 2 domaines d'intervention, je dirais même presque 2 pôles d'intervention. Un pôle qui est directement la solidarité internationale, pôle que je m'occupe directement, et un pôle qu'on appelle éducation, qui est en France. Le premier pôle est vraiment tout ce qui est d'intervention directe à Madagascar et au Cambodge, comme je le précisais avant. Et le deuxième pôle qui est de l'éducation à la citoyenneté et des interventions ici en France. Donc, pour faire le détail des deux, on va commencer par le pôle solidarité. On intervient au niveau de Madagascar avec une ONG qui s'appelle Ben Avenir, qui est notre partenaire, donc partenaire local, et avec qui nous travaillons ensemble depuis 20 ans, voire beaucoup plus, parce qu'il faut savoir que le directeur actuel d'Haute Coco France, donc Stéphane Amouy, était aussi volontaire à Madagascar il y a plus de 25 ans. Donc, et avec son collègue qui s'appelle José Luis Guyaro, qui lui est en ce moment directeur de l'ONG Bel Avenir, ils ont créé en fin de compte cette ONG qui s'appelle Bel Avenir. Donc à Madagascar avec tout un plan de développement. Voilà. Donc mon collègue Stéphane Amouy a été 10 ans sur place, il est rentré en France et avec un collectif ont créé Haute Coco. Voilà. Donc d'où on peut reprendre tout l'historique qui est très intéressant puisque cette évolution ne s'est pas faite d'un seul coup, d'un seul. C'est une évolution qui dure quand même, que je disais, pour Haute Coco depuis 20 ans, pour l'ONG Ben Avenir depuis 25 ans. Donc avec une progression dans les actions de terrain bien sûr, mais actions auprès de la population en extrême pauvreté, mais qui a plusieurs, je dirais, plusieurs orientations. L'orientation première est de lutter contre la pauvreté, lutter par le biais de la santé, de l'éducation, mais aussi tout ce qui est environnemental. Donc, ce qui fait, vous parliez d'actions directement sur le terrain. Nous avons 3 écoles. Nous avons les associations et l'ONG à 3 écoles. Une école qui est directement à Tuléar,
dans le sud de Madagascar, donc le sud-ouest de Madagascar, et qui reçoit environ 1700 élèves, donc qui vont de la maternelle jusqu'au lycée. Donc nous avons une école à ce qu'on appelle l'école des Saphirs, qui est à Antsamadiru, donc qui est environ à 5 heures de route, mais au centre de Madagascar, donc, et qui là reçoit 700 élèves, donc, et qui est plus axé là sur retirer l'enfant du travail forcé qui est dans les mines. Et nous avons une école donc à Fianarantsoa qui est encore un peu plus haut, mais qui est une ferme école où on accueille des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans et qui là apprennent tous les métiers de la ferme, entre autres pour être autonomes, et je dirais qui est associé aussi à ce côté environnemental, donc de pouvoir faire vivre des familles ou développer, mais avec les outils les moins, je dirais, qui prennent en compte tout ce qui est nature. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'angle, enfin du moins le volet éducation, cet accès à l'éducation, ce que vous disiez, de permettre aussi de retirer un peu les enfants de ce domaine du travail forcé et de leur permettre une éducation aussi pour toutes et tous accessible. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, est-ce que ça va être des cours sur des thématiques? Est-ce qu'il y a des choses assez concrètes dont vous voulez peut-être mettre un peu plus l'accent dessus? Alors, ce qu'on peut mettre l'accent dessus, c'est qu'en fin de compte, comme on essaye de prendre la personne ou les personnes, c'est-à-dire dans leur globalité, et non pas simplement sur un axe, mais de voir l'ensemble, c'est que nous avons, dans le cadre de ce projet environnemental, donc entre autres, qui est... je dirais à la ferme école, mais qui est aussi à Tuléar par le biais qu'on appelle de séjours éducatifs. C'est-à-dire que pendant le temps d'école, les enfants partent 3 ou 4 jours un petit peu plus loin, qui est à 20 km, 20 à 25 km, et qui est un lieu qui est au bord de la mer, mais qui va aussi permettre le reboisement de la mangrove. C'est-à-dire que notre côté environnemental va aussi par le reboisement de la mangrove, qui est fait par des techniciens de l'ONG, mais en accompagnement des élèves pour avoir ce côté éducatif de replanter et en fin de compte de faire développer l'environnement. Ce qui est de faire, je dirais, vu les cyclones, faire du reboisement, les cyclones détruisent tout, mais en fin de compte, on s'aperçoit que notre planète, si on ne l'entretient pas, on va perdre pas simplement que la nature, mais on va perdre aussi tout le développement économique qui peut tourner autour. C'est-à-dire que les pêcheurs n'ont plus rien à pêcher. Voilà. Donc, on recrée, bien sûr avec les autorités locales, que sont les communes, les villageois et tout, mais aussi ce côté éducatif à l'environnement qui est important pour nous. Très bien. Et forcément, il y a un impact derrière tout ça. Comment vous le voyez, l'impact du côté aussi des jeunes, mais aussi du côté un peu des bénévoles? Quel est l'impact de tout ça? Alors, l'impact du fait que maintenant on a un petit peu de recul avec ces 25 ans de savoir sur le terrain, donc, et la prise de conscience des habitants, néanmoins, même s'ils vivent dans l'extrême pauvreté, font beaucoup plus attention. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte les besoins qu'ils ont, mais ils prennent aussi en compte le rapport à l'autre. On ne vit plus, je dirais, de façon individualiste quand même s'il y en a, mais on va vivre pour son collectif de village, son collectif je dirais, de communes. Donc l'idée est que si on fait attention à l'environnement, si on a ce côté éducatif qui est fait par les enfants, mais transmis aussi aux parents, permet d'avoir une vie quand même un peu meilleure que ce qu'ils ont au quotidien. C'est-à-dire que on essaye d'être... L'idée, c'est de tendre vers l'autonomie. Nous, ce qu'on appelle, et c'est un peu, je dirais, un des leitmotifs, on a l'éducation moteur de développement. C'est un peu notre leitmotiv, autant à l'ONG Bel Avenir qu'à l'association de Coco. C'est par l'éducation qu'on pouvait avoir un développement, je dirais, plus serein, plus respectueux de la nature, mais aussi plus citoyen. Donc l'éducation est un peu le point de départ qui va après d'ailleurs décliner d'autres thématiques forcément. Tout à fait. C'est un peu pour vous le point de départ ou est-ce que des fois ça a été vraiment le point de départ qui a pu aussi permettre d'autres projets qu'on n'imaginait pas?
Oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, lorsque vous rassemblez plusieurs personnes, quel que soit leur niveau, je dirais, de vie, chacun a des idées, donc les exprime. Et par rapport à ça, que vous soyez français, malgache, cambodgien ou autre, le fait de s'exprimer, d'échanger, peut amener aussi une nouvelle vue, mais aussi amener de nouveaux projets. Par contre, je dirais, plus il y a de tête, plus il y a de cerveau, plus il y a d'idées. On ne peut pas tout faire. Lorsqu'on est tout seul, on va plus vite. Lorsqu'on est à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Vous avez parlé de plusieurs, donc forcément la notion de collectif, et qui dit collectif dit équipe. Forcément, Haute Coco, vous êtes aujourd'hui présent, mais à vous tout seul, vous n'êtes pas forcément Haute Coco. Il y a bien des salariés, des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces personnes qui composent un peu l'association, que ce soit du bénévolat ou de la partie salariale ? D'accord. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'association Haute Coco est une association de loi 1901. Elle est gérée par un conseil d'administration qui est représenté par 8 personnes, donc 8 personnes bénévoles, une présidente, un trésorier, secrétaire, des conseillers. Donc, et ces 8 personnes donnent les grandes lignes où doit aller l'association, comment ils veulent l'amener. À partir de là, nous sommes une équipe de salariés. Donc nous avons à ce jour, c'est une petite équipe, mais un directeur, un coordinateur. Nous avons 2 personnes qui sont en masters, mais qui sont en apprentissage masters, donc des alternants. Et nous avons une équipe de volontaires internationaux, de 4 jeunes qui sont en équipe pendant 2 ans à Madagascar. Voilà. Ah oui, donc vous avez vraiment... Vous avez du coup vraiment cette équipe qui est en France, mais aussi à Madagascar. Donc vraiment, il y a une présence aussi là-bas. Comment ça se passe aussi ? Parce que forcément, avoir une équipe en France, une équipe à Madagascar, ça demande toute une coordination derrière. Alors, la coordination se fait par... nous, au niveau de l'équipe de France, on se rencontre tous les lundis matins, que ce soit en visio ou que ce soit directement, je dirais, en présentiel. Avec les volontaires de Madagascar, on se voit environ une fois par mois, pendant 3 heures, mais là, en visio. Nous avons la chance d'avoir la possibilité maintenant d'avoir des visioconférences, qui est fait, donc pour faire un peu l'état des lieux. Néanmoins, nous sommes très proches de nos collègues malgaches aussi, puisqu'il y a des réunions tous les mois, voire 2 ou 3 réunions en visio tous les mois, avec l'ensemble de l'équipe de l'ONG. Donc selon les thématiques. Donc si vous voulez, c'est pas, même s'il y a 11 000 km d'écart, il n'y a pas on se voit régulièrement, on s'écoute aussi, le téléphone sans faire de publicité, mais par WhatsApp est très intéressant. Donc c'est des outils de communication qui sont importants pour la vie de l'association, mais pour la vie des 2 associations et la vie du terrain. On parle d'équipe aussi, mais équipe qui est sur le terrain. Vous avez parlé à Madagascar. Moi, je vais plutôt me reconcentrer en France. On parlait d'action. Je pense qu'il y a une présence aussi sur les forums ou sur des rencontres que vous faites. Est-ce que vous pourrez un peu parler de ces rencontres que vous faites sur le terrain, que ce soit la rencontre des jeunes, mais aussi à la rencontre de partenaires, comment ça se passe, voilà, un peu de savoir ce que vous faites sur le territoire, peut-être des Hauts-de-Rouen et ici et ailleurs. D'accord. Donc là, on va parler plus du 2e pôle de l'association, voilà, qui est le pôle, ce qu'on appelle nous l'ECSI, donc ECSI, donc c'est l'éducation citoyenne à la solidarité internationale. Donc par rapport à ce 2e pôle, nous proposons, que ça soit pour des collèges, des lycées, des gens en faculté, nous proposons plusieurs actions. Donc, mais aussi avec des partenaires, parce que le partenariat est très important pour nous, qu'on a des partenaires tels que le Conseil départemental 76, la CAF de Rouen, nous avons aussi des partenaires locaux que sont l'association Mixité, le centre Malraux sur le territoire, avec qui nous travaillons très bien, au contraire, mais notre action ne se limite pas simplement qu'à la métropole de Rouen, vu que la métropole est aussi un partenaire, mais nous travaillons aussi sur tout le bassin normand, donc qui va de Fécamp, Le Havre, Dieppe, nous intervenons aussi, et nous avons aussi des interventions vers Caen, entre autres. Voilà. Donc vraiment une grande présence un peu sur le territoire.
Oui, tout à fait. D'accord, très bien. C'est vrai que on parlait de rencontres. Je pense que toute association qui rencontre un peu son public, forcément, le public fait savoir des retours. Quand vous rencontrez un peu le public ou des associations, etc., est-ce qu'il y a des choses qui vous disent, qui remarquent, que vous avez déjà entendu, par exemple, de dire « Ah ouais, quand même, il y a un projet à Madagascar, c'est quand même fou ». C'est quoi qu'on vous fait un peu savoir quand vous rencontrez les gens ? Lorsqu'on rencontre nos différents publics, ça dépend pourquoi on y va. Lorsque vous intervenez dans une école ou à la faculté ou dans le lycée, on est là plus pour faire de la sensibilisation à la solidarité internationale. Lorsque l'on crée un forum comme il a été créé au mois de novembre avec des partenaires, on est plus dans la communication. Qu'est-ce qu'on pourrait ? C'est quoi un séjour solidaire ? Pourquoi on y va ? Dans quel intérêt ? Et tout ça, ce sont des questions que les jeunes, on peut initier aux jeunes pour qu'ils se la posent, cette question. Donc, et par rapport à ça, c'est de se dire quels sont les moyens dont on a besoin pour y aller ? Quelles sont les précautions qu'on a besoin de savoir ? Donc nous, dans notre association, on propose aussi une préparation au séjour solidaire. Donc il y a vraiment un peu cette préparation face à la réalité aussi, en fait. Face à la réalité, nous avons tout un dispositif avec 7 ateliers qui créent le pourquoi j'ai envie de partir, pourquoi je pars, quel est l'intérêt d'y aller, qu'est-ce que je vais découvrir, pour pas aller non plus dans le séjour plus solidaire, mais le séjour découverte ou le séjour touristique, parce qu'il y a des choses différentes. On peut en associer un peu, mais nous, on est vraiment par rapport au séjour. Comment, avec les moyens que j'ai, comment je vais découvrir, et pas faire pour, mais faire avec. C'est-à-dire que les personnes qui vivent ailleurs ont des savoirs que nous n'avons pas, et vice-versa. Donc on fait avec, dans un intérêt commun. Donc c'est vraiment de s'apporter, quoi, en quelque sorte. C'est de s'apporter et bien sûr de découvrir. Et ce qu'on voit surtout, c'est que les gens changent énormément après un séjour de 3 semaines sur place pour avoir une autre vision du monde. C'est vrai qu'on en parle peut-être très peu, peut-être pas assez, mais quand on fait un voyage comme celui-là, on va à la rencontre d'une autre culture, d'un autre mode de vie. Quand on revient, on est assez différent. On est différent, on relativise énormément, on voit le monde d'une façon différente et on se rend compte vraiment de ce que l'on a dans notre pays, chose que on n'est jamais content, nous, en tant que Français, c'est une réalité, mais à savoir que c'est là qu'on relative en disant tout compte fait, on est quand même très bien en France, on a beaucoup d'avantages, ce que n'ont pas. Et une des choses que l'on remarque beaucoup, et ça, je dirais que c'est avec l'expérience, c'est vrai que lorsque vous avez peu, vous le partagez, vous avez quand même le sourire. Lorsque vous avez plus, vous vous renfermez. Et en fin de compte, parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a. Tandis que lorsqu'on a peu, on essaye de le partager pour se soutenir les uns les autres. C'est une des leçons, mais je pense qu'il faut la découvrir sur le terrain, aller voir sur place pour vraiment se sentir, le sentir par soi-même, le ressentir et le vivre. Donc voilà. C'est vrai que quand on voyage, forcément, alors, il y a cette notion de plainte qu'on a de « Oh, je suis pas content de ci, je suis pas content de ça ». Est-ce que forcément ce voyage, pour vous, quand vous voyez des personnes partir, quand ces gens partent, vous vous dites tout le temps « Bon, je pense vraiment que ça va les changer », c'est-à-dire quoi qu'ils sont au départ, ils arriveront changer ou non, voilà, c'est toujours du au cas par cas. Je pense qu'il y a du au cas par cas, puis il y a aussi la motivation des personnes. Pourquoi j'y vais ? Dans quel intérêt ? Qu'est-ce que je vais chercher ? Est-ce que c'est un voyage touristique ? Non, c'est parce que nous, en tant qu'Eau de Coco, on a envie de faire passer. La première des choses qu'on a envie de faire, c'est d'avoir la relation avec l'autre. Donc, et de transmettre. Donc, c'est ça aussi. Et d'échanger. Donc, d'apporter quelque chose, mais de recevoir aussi. Et je pense que souvent, on reçoit plus que ce qu'on donne lorsqu'on va découvrir. Qu'est-ce qu'on peut recevoir en quelque sorte ? Alors, les choses qu'on reçoit ne sont pas matérielles, bien sûr, elles sont immatérielles, elles sont quelque chose qu'on ne touche pas. Quel impact ça peut avoir alors j'aime pas dire de s'y aventurer, parce que en quelque sorte c'est une aventure aussi, mais quel impact cela peut avoir de se lancer dans une aventure qui peut être humainement enrichissante ? C'est d'abord se connaître. Et ça, c'est énorme. Parce que c'est vrai que se connaître, ça
permet aussi de réfléchir sur soi et sur ce qu'on a lorsqu'on revient. Mais c'est aussi le fait de connaître l'autre et d'accepter ses différences. Et l'acceptation des différences permet aussi un échange, parce que pour lui, vous êtes aussi un inconnu. Donc il y a aussi des différences. Donc c'est cet échange, on n'est jamais d'accord sur tout avec quelqu'un, et heureusement, ça permet la discussion, mais c'est aussi je suis dans l'acceptation aussi, et d'accepter que l'autre voit différemment, amène les choses différemment. Même si ça nous choque, il y a ce qu'on appelle le choc des cultures. Voilà. C'est vrai, ça peut apporter quelque chose. Ce que je vous propose, Gilles, comme on arrive à la fin de cette première partie, c'est de se faire une petite pause musicale avant de consacrer cette deuxième partie un peu à cette vision de Haute Coco sur l'engagement, sur son regard. On revient dans quelques instants. À tout de suite. أنا وعلاش يا الدنيا وهديتيني في الغربة مهموم أنا وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم نتمشى على قدري وحسابي مقادر روحية وعز رجليا عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال يا خويا
de retour sur le mix des cultures et sur votre émission Ici Londres. On va se consacrer un peu à la deuxième partie de cette émission. Voilà, vous êtes peut-être en fin de journée, vous rentrez tout doucement chez vous. La journée commence un peu à retomber. Et nous, on est là aussi pour vous montrer un peu ce que c'est la vie associative. Je vous le disais tout à l'heure avant cette pause musicale qu'on allait parler un peu de vision, d'engagement. Avec moi, il n'est pas parti entre deux, Gilles, qui est de l'association Haute Coco. Gilles, cette question auquel j'aimerais un peu vous poser aussi, forcément on parle d'action, d'engagement, ça amène une vision aussi en tant que personne, en tant que citoyen, en tant qu'association. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses encore qui vous choquent dans le domaine un peu, si je dirais, de la solidarité internationale? Est-ce que vous trouvez qu'il y a pas assez d'associations, peu d'engagement? Enfin, voilà, c'est quoi votre regard un peu dessus? Moi, je serais assez positif quand même, parce que l'engagement des personnes, qu'elles soient ici en France ou ailleurs, on voit qu'il y a un engagement quand même des personnes. Les gens font attention. Néanmoins, comme on dit, on peut toujours faire plus, mais si on prend là les dernières actions que nous on a faites, on a vu qu'il y a la volonté de faire. Donc que ce soit de la part des jeunes, des 16-25 ans, c'est la population que l'on touche par rapport à nos actions de séjour solidaire, mais même pour des gens plus âgés, ils sont sensibilisés. Le tout, c'est passer le pas à. Et ça, c'est pas toujours évident, du fait soit des études, soit de la vie quotidienne, mais on voit quand même que les gens font je n'arrive pas à trouver le mot, mais je vais reprendre le mot sensibiliser, mais je pense qu'ils ont envie d'aider les autres, inconsciemment ou consciemment, mais c'est pas une forme d'empathie. Non, du tout. Mais d'empathie solidaire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui touche, qui affecte et qui pousse à avoir un peu cet engagement-là. Est-ce que c'est un peu dans cette lignée-là? Voilà. Je dirais qu'il y a plus de gens qui ont l'envie d'aider, selon leurs propres moyens, que ce soit des moyens financiers, des moyens humains, des moyens sur le terrain, mais ce côté, quand on parle de solidarité, c'est un mot qui parle aux gens. Voilà. Donc voilà. On le voit dans les dons qui sont faits sur différentes associations qui sont présentes, et même des associations nationales ou même locales. On voit que les gens n'ont pas peur, que ce soit qu'on a fait un marché de Noël là dernièrement au centre Malraux, on voit qu'il y a de l'échange entre les personnes. Voilà, on n'est pas là pour vendre, mais c'est d'abord pour discuter avec l'autre, pour savoir, pour s'intéresser. Il y a de l'intérêt. Voilà, c'est peut-être le terme, intérêt à la solidarité, qu'elle soit ici ou ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui donne un peu d'espoir de dire, parce qu'il y a forcément des choses qui étonnent encore, qui choquent, qui peuvent mettre en colère, mais il y a un peu cette part d'espoir de se dire, il y a encore des personnes aujourd'hui, comme vous le disiez, qui trouvent encore de l'intérêt, qui voient de l'intérêt, un intérêt naturel aussi. C'est ce qui donne encore espoir à se dire aujourd'hui, la solidarité ne va jamais s'arrêter dans la mesure où les gens encore portent de l'intérêt. Tout à fait. Et là, je vous rejoins en disant que les gens y trouvent aussi une satisfaction personnelle et sous l'intérêt. Le fait d'échanger avec l'autre, quel que soit son niveau social, son niveau financier, échanger avec l'autre est toujours important. Mais je pense que c'est le propre de l'humain et tout. On ne peut pas revivre tout le temps sur soi, recloisé entre ces quatre murs. Sinon, déjà, on ne va pas tourner bien, je pense. Je pense aussi. Donc, en fin de compte, le propre de l'humain, c'est de pouvoir échanger. Donc, c'est de pouvoir discuter, c'est de pouvoir expérimenter, c'est de pouvoir découvrir. Donc, avec tous ces termes, on va vers l'autre. Donc, et même si on n'est pas d'accord, mais c'est très bien de ne pas être d'accord, parce que ça met des points de vue différents. Donc nous, dans la première des choses, c'est vrai qu'au niveau de l'association Haute Coco, c'est de pouvoir sensibiliser, faire découvrir, mais ce rapport humain d'échange, est-ce que c'est normal que dans un pays, on puisse pas on vit avec moins de 2 euros, de dollars par jour, et dans d'autres, on va gagner beaucoup plus. C'est pas normal. Après, tout le contexte historique, économique fait que, mais je pense que dans notre société, je dirais occidentale,
il y a peut-être possibilité de faire toujours un petit peu plus et pas simplement demander que aux gens de terrain ou alors mais dans nos grandes sphères, qu'elles soient politiques, qu'elles soient entrepreneuriales, je pense qu'il y a, quand on regarde même au niveau de la bourse, quand on regarde les milliards qui sont, je dirais, soit dépensés, soit acquis, ne puissent pas retourner un peu plus sur le terrain pour des personnes qui en ont réellement besoin ou qui vivent dans l'extrême pauvreté, comme les personnes que Eau de Coco et son partenaire l'ONG Au Bel Avenir sur lequel on intervient. Voilà, c'est ça aussi. Après, est-ce que peut-être aujourd'hui, vous disiez, des personnes viennent aider occasionnellement. Est-ce que c'est pas avant de passer dans quelques secondes sur le prix, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas cette forme de bénévolat que les gens attendent, c'est-à-dire de pas être trop, qu'on attende qu'ils soient tous les jours là, mais qu'ils soient là occasionnellement sur quelque chose qui peut leur correspondre, qui peuvent leur parler, et ça peut être une forme de bénévolat à mettre en lumière. Par exemple, je veux mettre en place une collecte un week-end, c'est-à-dire sur 1 heure, 2 heures. Je sais que je peux avoir du monde parce que peut-être certaines personnes ne travaillent pas, que peut-être c'est mobilisable et que ça peut aussi apporter à ces gens-là. Est-ce que c'est pas cette forme de bénévolat qu'il faudrait développer ? Je pense que sans avoir à le développer, il se développe de lui-même. Mais c'est vrai que vous avez raison en disant que les gens préfèrent intervenir ponctuellement. On est intéressé par l'association, mais il ne faut pas que l'association nous prenne toute notre vie personnelle. On a notre famille, on a nos envies, on a nos activités à côté. Donc en fin de compte, oui, on est intéressé, on est sensibilisé par rapport à l'association, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses actions. On va donner du temps, mais on va donner du temps lorsque l'action répond aussi à ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc il y a le cumul des deux. Donc nous, en tant que professionnels, il faut qu'on juge et qu'on regarde quels sont les intérêts des personnes qui gravitent autour de l'association en tant que bénévoles et qu'est-ce qui peuvent les correspondre par rapport, est-ce que c'est une action de formation qui peut être un plus par rapport de vécu. J'ai été pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois dans un tel pays. Je peux transmettre ce que j'ai vécu pour pouvoir, je dirais, à des jeunes les sensibiliser, ou alors est-ce que c'est tenir un stand à un moment pour faire de la vente solidaire d'outils où nous on fait de la vente d'artisanat malgache, donc qui est fait quand même et qui leur revient directement. Voilà. Je pense que c'est lorsqu'on accueille un bénévole et qu'on découvre l'association qui a fait 1 an ou 2 ans qu'il y est, de savoir qu'est-ce qui l'intéresse. Est-ce que c'est la gestion de l'association ? Est-ce que c'est une action ponctuelle ? Est-ce que c'est de la formation, de la transmission de vécu ? Voilà. Donc il faut que, nous le faisons déjà, mais on cible un peu l'intérêt du futur bénévole. Voilà. Ou du bénévole. Qu'est-ce que vous pourrez dire à des personnes qui aimeraient, par exemple, ce serait encore une question de fin aussi, mais qui pourraient s'engager ou qui aimeraient s'engager ? Est-ce que, qu'est-ce que vous leur direz ? Vous leur direz, déjà, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter ? C'est-à-dire de manière personnelle, professionnelle aussi, parce qu'un engagement associatif aussi peut avoir un impact professionnel. Vous leur direz quoi ? Bienvenue. Déjà, alors il y a le terme bienvenue parce que c'est toujours venez nous découvrir, venez échanger avec nous, venez de façon aussi informelle et puis participer 1 fois ou 2 à nos actions et puis à la limite si vous en avez la possibilité venez faire un séjour solidaire. Nous c'est Madagascar mais ou même ailleurs parce que nous avons d'autres partenaires, mais venez découvrir ce que c'est concrètement sur le terrain avant de penser vous engager. Ça vous donnera l'envie de dire est-ce que je continue ou pas. Et là, c'est important. Parce que c'est vrai que parler de quelque chose, de solidarité internationale, si on n'a pas vécu concrètement une expérience de terrain, c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas vu les choses directement. Et c'est pas évident. Voilà. J'aimerais passer à ce sujet qu'on a peut-être que peut-être certains d'entre vous ont appris récemment sur les réseaux sociaux, notamment le fait que vous, association Eau de Coco, vous avez reçu le prix des droits de l'homme 2025. Je pense que c'est une grande actu pour l'association Eau de Coco. Comment vous avez vécu l'annonce ? Voilà, on aimerait bien savoir un petit peu les coulisses, comment vous étiez stressé. Voilà, on aimerait bien un peu savoir comment on se sent, surtout quand on reçoit un prix comme ça qui donne un peu de reconnaissance.
c'est pas un peu de reconnaissance, c'est une immense fierté. C'est totalement de la reconnaissance. C'est une immense fierté, c'est surpris déjà au départ. C'est vrai qu'avec les collègues, oui, mais on est resté un peu couac, faut être honnête. Et après, de se dire mais c'est la valeur de ce prix, un prix national, parce qu'il faut savoir que ce prix est même international, parce que les gens qui reçoivent le prix peuvent venir aussi d'ailleurs, d'autres, est attribué à d'autres structures non françaises. Donc ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des associations ou des regroupements. Et là, c'est vrai que recevoir ce prix en tant qu'association française qui fait de la solidarité internationale, le prix des droits de l'homme par rapport à des actions que l'on fait depuis longtemps, c'est une très très grande reconnaissance. Donc c'est-à-dire que ça motive d'autant plus de continuer. Ça met du baume au cœur, mais que ça soit tout ensemble. Et c'est pas simplement que Haut de Coco, c'est aussi tous ses partenaires, tous ses bénévoles. Ce prix, on a envie de le partager avec tout le monde, parce que c'est vrai que, comme on le dit, c'est vrai que le prix, il est donné à une structure, mais la structure, si elle n'a pas ses partenariats, si elle n'a pas ses bénévoles, si elle n'a pas ses... toutes les personnes qui gravitent autour, ces donateurs, on ne serait pas grand-chose. Donc, c'est un prix très collectif. On souhaite qu'il soit très collectif, on souhaite le partager et tout. Voilà, donc c'est vrai que ce prix va être remis jeudi soir. Donc c'est mon collègue qui va directement au ministère le recevoir. Et c'est vrai que ça nous a amené dans ces temps, je dirais, difficiles, surtout financièrement parlant, parce qu'avec la baisse des subventions et tout ce qui s'ensuit, ça donne une volonté de continuer et aussi une grande fierté pour l'association et ce qu'elle y fait. J'imagine que derrière ce travail, derrière ce prix, c'est le fruit quand même d'un long travail sur plusieurs années, des combats, des moments bons, des moments mauvais, et forcément ça donne tout ce sentiment de fierté. Comment on vit cela ? Comment on le vit émotionnellement ? Est-ce que on est encore plus fier ? Est-ce que ce prix vous donne quelque chose que vous avez recherché sans avoir ? Qu'est-ce que ce prix vous donne déjà, vous, personnellement, en tant que salarié ? Et qu'est-ce que ça donne aussi à l'association Haut de Coco ? Je commencerai déjà par l'association. L'association, ça lui permet de se pouvoir démontrer son savoir-faire, reconnaître son savoir-faire, reconnaître... alors quand je dis savoir-faire, c'est l'ensemble, parce que les savoir-faire sont autant bénévoles, autant salariés, autant donateurs. C'est aussi de montrer que le partenariat, quoi qu'on en dise, ça marche et ça avance dans le monde associatif. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas faire tout seul, donc c'est aussi l'important. D'un point de vue personnel, je dirais que ça donne envie de continuer, et puis ça donne la pêche, il faut être honnête. C'est un grand, pas un moteur, mais ça rentre ça nourrit le moteur qui était déjà là. Oui, tout à fait, ça nourrit le moteur, ça donne l'envie de continuer, de s'accrocher, de continuer à se battre pour que des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté puissent améliorer leur quotidien. Et ça permet aussi de se dire mon existence a quelque chose, a un but, on ne fait pas ça pour rien, on a une reconnaissance des pères de la nation, il faut être honnête, donc, et se dire par le biais de ce prix donné à la structure, ça donne une dynamique énorme et une envie de continuer pour plusieurs années. Est-ce que ce prix, le fait que... Alors, vous le recevrez très, très rapidement. Quand vous allez voir ce prix dans Rouen et surtout dans les Hauts-de-Rouen, vous allez avoir un peu ce sentiment de dire, je crois qu'on peut aller encore plus loin, on peut encore ouvrir des portes qu'on n'a pas osé ouvrir, et ce prix nous donne un peu cette opportunité de casser des barrières, de créer des ponts qu'on ne pouvait pas encore construire. Je pense que ce prix va nous ouvrir des portes au niveau politique, au niveau, entrepreneurial. Il va donner la possibilité de continuer et développer nos partenariats
qu'ils soient des partenariats associatifs, des partenariats avec des entreprises de l'ESS, donc de la solidarité. Donc, et voilà, il faut se servir de ce prix pour développer nos actions de solidarité. Voilà, quelles qu'elles soient, ici ou ailleurs. Je me permets de vous poser la question. On va imaginer que ce prix, je vous le remets. Je vous le remets là. S'il y avait un peu ce discours improvisé que vous pourrez faire une fois que je vous donne ce prix, ce serait quoi les premiers mots ? Alors forcément, ce n'est pas vous qui allez le chercher, mais si là, je vous donnais ce prix dans les mains et que je vous disais, voilà, faites-moi un discours, c'est quoi les premiers mots qui viendraient là à votre esprit, de manière spontanée ? Que c'est le travail de tous. C'est ça la première des choses, c'est que c'est la reconnaissance d'un travail de tous, tant bénévoles que salariés, que c'est une reconnaissance énorme de la part du gouvernement français. Voilà. Et quoi dire d'autre ? C'est vrai que voilà, c'est un prix vraiment auquel on ne s'attendait pas et qu'on a une immense fierté à avoir eu. Alors, moi déjà, je vais d'abord vous féliciter quand même de la part de la Radio HDR pour ce prix, bien sûr, des droits de l'homme 2025. Donc vraiment, encore une fois, félicitations aussi à Haute Coco, car j'imagine qu'il y a eu un travail acharné, colossal, énorme. Juste pour savoir comment vous avez appris que vous avez reçu ce prix-là, qu'est-ce qu'il a récompensé derrière, vraiment, voilà un peu le avant. Comment vous l'avez su ? C'était par téléphone, c'était par mail ? Comment on reçoit ce prix-là ? Comment on reçoit ce prix-là ? Ou du moins l'annonce. Alors, disons qu'il y a ce qu'on appelle des appels à projets qui sont faits par l'État et tout, et on a répondu à un appel à projet de l'État au mois d'août, donc, et qui a été transmis, donc c'était retirer des enfants de l'école des Saphirs qui vivent et qui travaillent, les retirer du travail obligatoire dans les mines de Saphir, donc, et de les amener, ces enfants-là, à être à l'école. Donc, et ça, c'est un travail qui se fait depuis plus de 15 ans à Madagascar. Cet appel à projet a été remonté au ministère, donc au ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui a, je pense, qui l'a étudié, qui a étudié tout ce que faisait Haute Coco, autant au niveau de ses valeurs, de ses actions, de son personnel, et mon collègue a reçu un mail comme quoi on était sélectionnés pour le prix des droits de l'homme. Voilà. Donc ça a été par biais de mail, et après la communication avec, donc c'est un comité spécifique, le comité des droits de l'homme, qui est national, comité national des droits de l'homme, donc qui est sous l'égide du gouvernement, et qui a prévenu par mail mon collègue. Et après, il y a des entretiens téléphoniques, et là, pour la préparation de ce prix, là, il est sur Paris actuellement pour préparer tout ça. Voilà. Donc j'imagine que vous avez hâte d'avoir ce prix qui arrivera tout de suite dans les Hauts de Rouen. Je pense que vous accueillerez ce prix comme on accueille une rockstar dans les locaux. Alors disons qu'on a envie de le faire partager. C'est exact. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose. On va même pas faire quelque chose. On a déjà prévu des actions futures pour autant avec nos bénévoles, nos partenaires, voilà, qui vont se dérouler. Bon, là, c'est la période des fêtes, donc on va en faire un petit peu, mais ça sera surtout à partir de janvier-février qu'on fera vivre ce prix. Donc avec nos différents partenaires. Nous avons déjà eu la félicitation humaine directement de monsieur le maire de Rouen, président de la métropole, de monsieur Meyer-Rossignol, pardon. Donc voilà, qu'on a vu samedi donc au centre Malraux, donc et qui souhaite avec nous faire quelque chose. Donc je pense qu'on fera vivre aussi les Hauts de Rouen par rapport à ce prix, bien sûr. Et ce sera peut-être un grand rendez-vous à ne pas
pas manquer. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième partie de cette émission. On va se faire une petite pause musicale, histoire d'arriver à la fin. On va parler un peu de ce bilan 2025, vu qu'on arrive à la fin de cette année 2025, et puis de parler aussi l'avenir 2026, et savoir aussi où on peut vous retrouver. Voilà, ne quittez pas, on revient dans quelques minutes en entendant avec le titre Kabira encore, et le titre c'est Ye Jawani. À tout de suite. De retour sur le mix des cultures, on arrive à la troisième et dernière partie de cette émission, toujours avec vous, Gilles de l'association Haute Coco. On arrive un peu à cette partie du bilan, mais aussi des objectifs 2026. Si en une ligne, vous pouvez me dire un peu le bilan 2025 de l'association Haute Coco, il est comment? Il est positif, négatif, mitigé? C'est quoi votre petit bilan en une ligne? Il est positif, mais on peut toujours mieux faire. On dirait mes notes d'école. Tout à fait. Non, le bilan au niveau action est positif, puisqu'on a développé nos actions de, je dirais... tout ce qui est atelier, départ de séjour avec le département 76. On a développé des relations avec la CAF, avec le CRIJ, avec Mixité, avec le centre Malraux. Donc, et on a développé ce côté partenarial important, qu'il soit public, qu'il soit privé aussi, puisqu'on intervient de temps en temps dans des entreprises pour faire découvrir. Donc, on s'est ouvert vers l'extérieur. On n'est pas resté dans nos bureaux au niveau local, c'est-à-dire au niveau du pôle éducation citoyenne. Donc, et on a développé aussi, on a continué de mener nos actions à Madagascar avec nos partenaires de Madagascar. Mais voilà, donc on a eu une année positive. Bon, je serais un peu plus mitigé par rapport à toujours l'angoisse et ce qu'on entend de la part du gouvernement et de nos finances, je dirais, publiques qui s'amenuisent du fait de la situation. Néanmoins, ça ne nous fait pas perdre l'envie de faire toujours et l'envie d'échanger, l'envie de rechercher aussi d'autres subventions pour aider ces gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. En plus, l'année pour vous se termine bien, on le disait tout à l'heure, avec le prix quand même des droits de l'homme 2025. Ça pousse à des nouveaux objectifs 2026 qui est dans quelques jours, parce que ça arrive très très vite, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année auxquelles les gens vont se retrouver pour partager un moment. 2026, Haute Coco, c'est quoi vos prochains objectifs, vos prochaines actions, si on devait se projeter avant de se dire bonne année? À se projeter, c'est qu'on a déjà
je dirais un programme pas préétabli, mais qui déjà se construit déjà énormément par rapport à des formations au départ au séjour avec le conseil départemental. On va organiser même une nouvelle session au mois d'octobre en 2026 pour des animateurs. Donc savoir que on fait partie, on est salarié d'une structure ou on est bénévole d'une structure et on fait de l'animation, mais on a envie de voir ce qui se passe ailleurs, on a envie de découvrir, de proposer des séjours solidaires à des jeunes, mais en tant que professionnel ou futur professionnel, on ne sait pas comment faire. On va créer un atelier spécifique en octobre pour ces personnes, donc une expérimentation, mais qui peut être intéressante. Donc on va aussi développer notre action côté local sur développer le partenariat avec l'association Mixité, l'association peut-être pourquoi pas Léoata, mais aussi avec le centre Malraux, donc avec qui on a de très bons rapports. Donc développer ce côté partenarial sur les Hauts-de-Rouen aussi, mais aussi développer de ce côté-là vers Le Havre. On a commencé vers Le Havre, donc au niveau Seine-Marin, et pourquoi pas mettre peut-être un petit pied dans l'Eure, pourquoi pas dans le département de l'Eure, pour commencer à sortir doucement et aller un peu partout. Voilà, et d'aller un peu partout. La solidarité internationale est d'une des thématiques qui est assez peu connue. Donc on pense toujours, on va aider, on va faire de l'humanisme, mais il y a une grande différence entre faire de l'urgence et faire du développement. Donc nous, on est plutôt, la solidarité internationale est plutôt dans le développement. C'est-à-dire après l'urgence, catastrophe naturelle, guerre et choses comme ça, là c'est vraiment l'urgence. Donc là on est dans le côté humanitaire et nous on est dans le développement. Voilà, donc solidarité internationale, comment faire revivre les gens ou les faire sortir de leur état actuel pour pouvoir aller de l'avant et aller le plus loin possible. Et ça, c'est vraiment votre ligne conductrice. Tout à fait. Bien sûr, à travers les ateliers, les formations que vous allez toujours proposer, peut-être des rencontres auxquelles on pourra aussi vous retrouver sur le territoire, peut-être sûrement. Aussi à travers peut-être certains partenaires vous croiseront à travers des petites réunions ou des moments d'échange aussi. On parlait d'objectifs 2026, mais ce qui n'a pas bougé, ce qui est intemporel, c'est vos réseaux sociaux et votre site internet. Comment on peut suivre votre actualité, l'actualité Haute Coco sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il existe un Facebook, un Instagram ? Voilà, comment on peut suivre votre actualité au plus près ? Alors, au plus près, on a un Facebook. Donc, nous avons un site Instagram. Nous avons aussi tout ce qui est relativement site. On est présent sur les différents sites existants. Voilà. Donc, nous avons aussi la possibilité de nous rencontrer dans nos bureaux aussi. Nous avons des QR codes un petit peu partout. Donc, voilà. Et là, vous arrivez directement sur le site de Haute Coco en direct. Donc, soit pour nous contacter, pour avoir des précisions, pour nous aider, pourquoi pas faire un don aussi, il y a possibilité. Via PayPal, on a directement un système qui fonctionne par PayPal, entre autres. Donc, et voilà, et de nous retrouver pendant nos animations que nous proposons. Donc aussi, là on est sur les marchés de Noël, on va sûrement faire des interventions avec la mairie de Rouen dans le cadre de ces dispositifs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc tout ça, voilà. On a une dynamique, je dirais, et j'espère 2026, qui va être forte, donc, et qui sera forte, parce qu'on a tous envie. Voilà. Donc, si on veut suivre votre actualité au plus près, il existe le site internet, les réseaux sociaux. Vous avez parlé d'aider aussi. Forcément, on peut aider de plusieurs manières. Comment un citoyen peut venir vous soutenir concrètement ? Est-ce qu'il existe 1000 manières, enfin 1000, je ne pense pas, mais certaines en tout cas, pour vous aider, vous soutenir et vous apporter ? Alors, pour nous aider, on a le côté bénévolat par rapport à des actions ponctuelles, celles qu'on parlait tout à l'heure. Nous sommes plus dans la recherche de moyens financiers, voilà, par des dons financiers. Il faut savoir que l'association est reconnue d'utilité publique. Donc, si vous donnez 100 €, vous en récupérez 60 par le biais que vous pouvez dégréver de vos impôts. Donc voilà, on a des allègements par rapport à ça. Donc on peut remettre des attestations comme quoi ça peut être défalqué des impôts, donc des dons financiers qui sont pris par donc qui sont aidés. Ok, vraiment, on peut vous soutenir financièrement à la hauteur de nos moyens aussi. Cela peut vous donner un peu de force quand même. Tout à fait. Donc on parlait de dons, on parlait de legs, de donations.
Donc tout ça est dedans. Donc voilà. Donc là, on vous invite à nous rencontrer directement. Il faut savoir qu'on fait partie aussi de la Fondation pour l'enfance, donc qui est important. Donc on a aussi notre propre fondation, donc la Fondation Haute Coco, donc et qui est abritée par la Fondation pour l'enfance. Donc il y a l'association Haute Coco et la Fondation Haute Coco aussi. Tout à fait. Très bien. Justement, est-ce que ces renseignements-là aussi, on peut les retrouver sur le site internet de Haute Coco ou directement à votre rencontre, alors au même bâtiment que nous à la radio HDR, au 9 rue Georges Braque à Rouen? Voilà, au 208 rue Georges Braque. Alors, par contre, du coup, ce sera peut-être pas au premier, au deuxième, c'est à quel étage? C'est au deuxième. Au deuxième. Donc, au premier, vous retrouvez le mix des cultures, et au deuxième, vous retrouvez Haute Coco. C'est très pratique. Voilà. Est-ce que pour devenir bénévole, est-ce qu'il y a une démarche à faire? Alors, il faut bien sûr vous rencontrer et puis pouvoir échanger, mais comment on devient bénévole? Est-ce qu'il y a plusieurs manières de le devenir? Je dirais que non, parce il y a une manière. Alors, il y a des manières informelles, des jeunes qui font un séjour, qui deviennent bénévoles, même des adultes, parce qu'on a organisé, je dirais, un voyage découverte. Là, les gens sont rentrés en novembre à Madagascar, beaucoup de gens qui étaient de Caen, mais il y en avait aussi de Rouen, il y en avait aussi de Gironde et de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est un moyen de devenir après bénévole. Vous avez le système où je fais un stage chez nous pendant 1 mois, 2 mois et tout pour des étudiants. Et vous pouvez devenir bénévole. Et nous organisons, là, il faut qu'on le cale, c'est pas encore calé, ce qu'on appelle des samedis bénévoles. Donc on fait un petit café pour expliquer ce qu'est la salle. Donc souvent c'est le samedi matin que ça se passe, entre 10h30 et midi. Donc où on est ouvert, on accueille les gens, on leur propose de faire découvrir, on leur montre par le biais de PowerPoint, ce que c'est que l'association, mais on peut passer des petites vidéos d'échanges avec des gens qui sont partis de différents âges. Donc c'est aussi intéressant. Voilà. Et on a aussi on va mis en place ça avec la faculté de Rouen et celle du Havre. On a des stands pour être auprès des jeunes, pour pouvoir pendant les rentrées leur expliquer ce que c'est que l'association. Ah oui, donc il y a vraiment encore des rencontres. Sur le terrain et une manière aussi de pouvoir un peu à savoir aussi apprendre à vous connaître. Moi, je laisse toujours cette petite question pour finir cette émission. C'est un peu la carte blanche de l'association en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de faire passer, des choses que vous souhaitez dire et puis voilà, on n'a pas eu le temps ou le temps était un peu trop rapide aussi. Des choses que vous avez envie de faire partager aux auditeurs et aux auditrices de la radio HDR. Alors, par rapport aux auditeurs de la radio HDR, merci déjà de nous avoir écoutés. C'était une bonne chose. Merci à HDR de nous avoir reçus. Et ce qu'on pourrait dire pour mot de fin, c'est que cette période qui est un peu difficile soit solidaire pour tout le monde et que c'est en discutant, en échangeant, en se rencontrant qu'on fera avancer les choses. Et puis, on vous souhaite quand même à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et oui, c'est vrai que c'était mon petit mot de fin justement. C'était un peu de souhaiter des excellentes fêtes de fin d'année aussi. Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à parler de l'association Haute Coco. Je pense que les auditeurs et auditrices s'associeront à moi encore pour vous féliciter, vous, Association Haute Coco, des prix des droits de l'homme 2025 et qui, j'espère, vous poussera à pouvoir faire encore d'autres actions plus solidaires, plus humaines, plus colossales aussi. On arrive à la fin un peu de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission de 17h à 18h en ce mercredi 10 décembre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Haute Coco pour suivre l'actualité de cette association, pour aussi adhérer, donner et puis aussi partager parce que ça va être le mot de la fin de cette émission et puis de cette fin d'année. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission sur le 99.1. Dans quelques instants, dans quelques heures, vous allez pouvoir aussi écouter l'émission Cafro avec comme animateur Romain, animateur fidèle. Donc vous pourrez commencer la soirée en dansant. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, entre famille, entre amis, à tous sur le mix des cultures. Excellente fin d'année, excellente fin de journée et à bientôt.
علاش وعلاش عليا. Nous interrompons le programme pour quelques parasites. Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing.